Lorsque les légions romaines écrasèrent l'armée de la reine Zénobie aux portes d'Antioche en 272 de notre ère, ces généraux s'attendaient à l'exécution. Au lieu de cela, ils virent leur reine endurer quelque chose de bien plus calculé. Rome avait perfectionné l'art de briser les souverains sans les tuer, transformant les monarques défiants en monuments vivants à la puissance impériale. Pour les femmes qui portaient la couronne, la défaite signifiait affronter une brutalité conçue non seulement pour punir, mais pour effacer la dignité elle-même. Le droit romain refusait aux reines toute protection légale. Selon le droit romain, les captifs de guerre existaient dans une catégorie qui les privait de toute protection accordée aux citoyens. Le principe connu sous le nom de ius gentium ou droit des gens stipulait que la défaite militaire transformait les personnes libres en biens. Une fois une ville tombée ou une armée rendue, ses habitants devenaient légalement des esclaves, quel que soit leur statut antérieur. Une reine n'avait pas plus de statut légal que le plus humble soldat de son armée vaincue. Ce cadre légal créait une réalité terrifiante. Les citoyens romains possédaient des droits qui les protégèrent contre certaines punitions. Flageller un citoyen romain était considéré comme scandaleux. Exécuter l'un d'eux sans procès provoquait l'indignation. Mais les captifs étrangers, quelle que soit leur noblesse, ne bénéficiaient d'aucune protection. Ils pouvaient être maltraités, exhibés, vendus ou tués à la discrétion de leurs ravisseurs. Le droit romain ne faisait aucune exception pour le genre, ni pour la noblesse. Les 12 tables, le plus ancien code légal de Rome datant du vieux siècle avant notre ère, établissaient ces principes avec une clarté brutale. Les prisonniers pris à la guerre devenaient la propriété de l'État romain, ou étaient distribués parmi les soldats. Les femmes de lignée royale découvraient que leur ancien pouvoir ne signifiait rien une fois que les chaînes remplaçaient leur couronne. Tacite documenta cette réalité légale lorsqu'il décrivit le traitement de la royauté britannique vaincue, notant que les officiels romains n'hésitaient pas à violer ceux qui avaient autrefois commandé des armées et administré la justice. Les captives féminines faisaient face à une vulnérabilité supplémentaire. La culture militaire romaine, forgée à travers des siècles de conquête, considérait les femmes capturées comme des butins de guerre. Bien que certains prisonniers d'élite puissent être logés dans un confort relatif, en attendant une rançon ou une négociation politique, la plupart faisaient face à une dégradation immédiate. La ligne entre prisonniers de guerre et esclaves n'existait que sur le papier. En pratique, la défaite dissolvait tout statut antérieur, laissant les reines captives vulnérables à un traitement qui aurait été impensable si elles avaient possédé la citoyenneté romaine. Les prisonniers royaux exhibés dans les triomphes romains. Le triomphe romain transformait la victoire militaire en spectacle public, et la royauté captive servait de pièce maîtresse à ces processions élaborées. Lorsqu'un général recevait la permission du Sénat de célébrer un triomphe, les préparatifs commençaient pour un étalage qui paradait la domination de Rome à travers les rues pour que tous le voient. L'itinéraire s'étendait du champ de Mars à travers le Forum et jusqu'à la colline du Capitole, couvrant près de 4 kilomètres de rues bondées. Ces processions suivaient un ordre chorégraphié avec soin, conçu pour maximiser l'impact psychologique. Des musiciens et des amuseurs menaient le défilé, suivis de chars portant des peintures et des modèles de villes conquises et de terres lointaines. Des animaux sauvages provenant de territoires exotiques étaient la menée en chaîne, offrant aux Romains un aperçu du monde inconnu que leur légion avait soumis. Ensuite venaient les prisonniers de guerre, marchant en entrave au cœur du spectacle. Les souverains capturés marchaient en tête de la colonne des prisonniers, leurs vêtements royaux souvent laissés intacts pour souligner l'ampleur de leur chute. Les reines, qui avaient commandé des armées, avançaient maintenant en chaîne devant des foules qui les huaient et célébraient leur humiliation. Le contraste était délibéré. En exhibant les monarques dans leur pleine parure tout en étant liés et impuissants, Rome communiquait un message qui résonnait bien au-delà des murs de la ville. Aucun royaume n'était hors de portée. Aucun trône ne garantissait la sécurité. La procession triomphale servait de multiples objectifs au-delà de la célébration.
Elle démontrait la puissance militaire romaine aux alliés potentiels et aux ennemis laïcs. Elle satisfaisait la soif de sang des citoyens qui désiraient une preuve visible de la victoire, et elle offrait une scène pour la dégradation systématique de ceux qui avaient osé résister à l'expansion romaine. Pour les captives féminines de sang royal, le triomphe signifiait endurer le regard de milliers de personnes tout en étant dépouillées de toute dignité. Le parcours prenait généralement une journée entière, la procession se déplaçant lentement pour permettre aux spectateurs le long du trajet d'observer chaque détail. Les reines captives parcouraient ce Gant en sachant que leur sort était en suspens. Certaines survivraient à la journée, d'autres ne verraient pas le coucher du soleil. L'incertitude elle-même servait de torture, forçant les vaincus à contempler leur destin imminent à chaque pas à travers des rues bordées de Romains en fête. Zénobie marcha à travers Rome dans des chaînes d'or. La reine Zénobie de Palmyre avait taillé un empire qui s'étendait de l'Égypte à l'Anatolie, défiant l'autorité romaine à travers l'Orient. Lorsque l'empereur Aurélien écrasa finalement ses forces en 272 de notre ère et captura la reine alors qu'elle fuyait vers la Perse, il gagna plus qu'une victoire militaire. Il acquit le symbole parfait pour son triomphe à venir. L'Historia Augusta, une collection de biographies impériales écrites au IVe siècle, fournit des descriptions détaillées de l'apparition de Zénobie dans la procession triomphale d'Aurélien en 274 de notre ère. Le récit, probablement tiré de témoignages oculaires, décrit un spectacle conçu pour submerger les observateurs par son opulence et sa cruauté. Zénobie était ornée de bijoux qui captaient la lumière du soleil, la transformant en un monument scintillant à la puissance de Rome sur les royaumes les plus riches de l'Orient. Mais ce sont les chaînes qui attiraient le plus l'attention. Ce n'étaient pas de simples entraves de fer destinées seulement à retenir. Zénobie marchait liée dans de lourdes chaînes d'or, si massives que des gardes marchaient à ses côtés pour aider à en supporter le poids. Le choix de l'or était délibéré. Ces chaînes symbolisaient la richesse même qu'elle avait commandée, maintenant transformée en instrument de sa servitude. Toute sa personne était devenue un étalage ambulant de richesses conquises. Les sources anciennes notent que Zénobie maintint une composure remarquable tout au long de l'épreuve. Malgré le poids des chaînes d'or et les heures de marche lente à travers des foules hostiles, elle se comporta avec dignité. Cette défiance même a peut-être sauvé sa vie. Aurélien, impressionné peut-être par son port ou calculant que son existence continue servait mieux ses objectifs que sa mort, épargna à Zénobie l'exécution qui attendait la plupart des souverains capturés. Au lieu de cela, l'empereur lui accorda une villa près de Rome, où elle vécut le reste de ses années. Certains récits affirment qu'elle épousa un sénateur romain et fit partie de la société aristocratique, ses filles se mariant dans des familles nobles. Que cela représente une miséricorde ou une forme plus subtile d'humiliation reste débattu. Zénobie passa ses dernières décennies comme un rappel vivant de la puissance de Rome, sa présence dans la société italienne, une démonstration constante que même les reines les plus puissantes pouvaient être réduites à une dépendance romaine. Les filles de Boudica abusées publiquement par les légionnaires. En 60 de notre ère, lorsque le roi Prasutagus des Icènes mourut, il laissa un testament conçu pour protéger son royaume et sa famille. Il légua la moitié de son territoire à l'empereur Néron et la moitié à ses deux filles, espérant que ce compromis préserverait l'indépendance des Icènes tout en satisfaisant les exigences romaines. La stratégie échoua de manière catastrophique. Les officiels romains, menés par le procurateur impérial Dénianus Catus, ignorèrent entièrement le testament. Ils saisirent toutes les terres et propriétés des Icènes, déclarant l'ensemble du royaume confisqué. Lorsque la reine Boudica protesta contre cette violation, elle fit face à une punition qui démontra à quel point le statut royal offrait peu de protection aux souverains vaincus. Tacite, dont le beau-père Agricola servit en Bretagne pendant cette période, enregistra ce qui suivit avec une franchise inhabituelle pour les historiens anciens discutant de telles matières. Boudica fut soumise publiquement à une punition corporelle. La flagellation seule représentait une violation profonde,
Battre un citoyen romain nécessitait une justification légale et des garanties procédurales. Flageller une reine d'un royaume allié constituait un acte d'humiliation délibéré. Mais les Romains allèrent plus loin. Les filles de Boudica, probablement des adolescentes et certainement célibataires, furent violées par des soldats romains. Tacite décrit ces agressions avec un langage concis qui transmet son propre horreur face à des événements qui violaient même les sensibilités romaines sur la conduite acceptable. L'historien note que Boudica fut flagellée et ses filles violées, plaçant ces crimes au centre de son explication pour la rébellion qui suivit. L'abus n'était pas une violence aléatoire, mais une dégradation calculée, conçue pour briser la famille royale et démontrer la domination romaine sur les Icènes. La nature publique de ces crimes multipliait leur impact. Ce n'était pas une violence commise en secret, mais une humiliation exécutée devant le peuple icène. En abusant la famille royale devant leurs sujets, les officiels romains envoyaient un message sur le sort attendant ceux qui questionnaient l'autorité impériale. Les abus physiques et la violation de Boudica et de ses filles étaient destinés à terroriser une population entière pour la soumettre. La stratégie se retourna spectaculairement. Au lieu d'écraser la résistance, l'abus de la famille royale alluma une rébellion qui faillit chasser Rome de Bretagne. Boudica leva une armée qui détruisit 3 villes romaines, y compris Londinium, massacrant des dizaines de milliers de citoyens romains et leurs alliés. Tacite préserve un discours qu'il attribue à Boudica, dans lequel elle déclare qu'elle combat non pas en tant que reine, cherchant à préserver son royaume, mais en tant que femme vengeant son corps abusé et l'honneur violé de ses filles. La rébellion se termina par une défaite sur un champ de bataille inconnu, où la discipline romaine et le positionnement tactique surmontèrent les forces britanniques bien plus nombreuses. Tacite affirme que Boudica s'empoisonna plutôt que de faire face à la capture. Le sort de ses filles reste non enregistré. Elles disparaissent des contes historiques après la violation initiale, leurs histoires perdues dans le silence. L'exécution après la fin des triomphes. Alors que les processions triomphales serpentaient à travers Rome vers la colline du Capitole, les souverains capturés savaient que leur voyage pourrait se terminer à la prison mamertine, connue en latin sous le nom de Tullianum. Cette structure ancienne, construite dans la pente nord-est du Capitole, servait de dernière étape pour les ennemis les plus notables de Rome. Pendant que le triomphe continuait vers le temple de Jupiter, où le général victorieux ferait des offrandes, les prisonniers condamnés étaient menés de côté pour affronter l'exécution. Le Tullianum consistait en 2 niveaux. La chambre supérieure servait de cellule de détention, mais le donjon inférieur, accessible seulement par un trou dans le plafond, devenait la chambre d'exécution. Ici, dans l'obscurité et la saleté, les ennemis de Rome rencontrèrent leur fin. La méthode variait. Certains étaient exécutés par suffocation. D'autres étaient laissés à mourir de faim. Le processus restait délibérément caché à la vue du public, se déroulant pendant que les foules célébraient dans les rues au-dessus. Vercingétorix, le chef gaulois, qui avait unifié les tribus de Gaule contre Jules César, exemplifia ce sort. Après sa défaite à Alésia en 52 avant notre ère, César le garda en prison pendant 6 ans, avant de le parader finalement à travers Rome lors du triomphe de 46 avant notre ère. Le leader gaulois, autrefois vigoureux et commandant, s'était détérioré pendant sa captivité jusqu'à apparaître comme une figure brisée devant les foules romaines. Après la procession, il fut mené au Tullianum et exécuté. Jugurtha, roi de Numidie, rencontra une fin similairement brutale après le triomphe de Marius en 104 avant notre ère. Selon les contes anciens, lorsqu'il fut descendu dans la chambre inférieure du Tullianum, le roi devint fou de terreur. Il fut laissé à mourir de faim pendant 6 jours, ses cris résonnant à travers les murs de pierre pendant que Rome célébrait au-dessus. L'historien Plutarque enregistra ces dernières paroles, demandant soi-disant dans le délire « Comme ce bain romain est froid ». Simon Bar Giora, un leader de la révolte juive qui se termina par la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère, fut exhibé dans le triomphe de Titus avant d'être exécuté au site traditionnel dans le Forum.
Joseph documenta comment la procession triomphale s'arrêta au temple de Jupiter, pendant que des messagers attendirent la confirmation que l'exécution avait été accomplie. Ce n'est qu'après la confirmation de la mort du leader ennemi que les cérémonies se conclurent. Tous les souverains capturés ne faisaient pas face à une exécution immédiate. La décision reposait sur le général triomphant et de plus en plus sous l'Empire, sur l'empereur lui-même. Certains prisonniers s'avéraient bien plus précieux vivants, servant de symbole permanent de la victoire romaine ou d'outil de négociation dans de futures tractations. Mais pour ceux marqués pour la mort, le triomphe n'offrait qu'un répit temporaire avant la descente dans l'obscurité du Tullianum. Le traitement des reines capturées par les soldats romains révèle comment le pouvoir opérait dans le monde ancien. Les systèmes légaux qui protégeaient les citoyens s'évaporaient à la frontière de la conquête. La dignité, accordée à la noblesse, se dissolvait dans la défaite. Ces cas documentés de Tacite, Cassius Dio et d'autres historiens anciens nous forcent à confronter la cruauté délibérée intégrée dans la conquête romaine. La flagellation de Boudica, les chaînes d'or sur Zénobie, les exécutions suivant les triomphes n'étaient pas des aberrations mais des politiques calculées, conçues pour briser la résistance et afficher le pouvoir. Prenez un moment pour considérer comment l'humiliation systématique de la royauté vaincue a façonné les peurs qui ont gardé les ennemis de Rome dociles pendant des siècles. Les murs de pierre de la prison mamertine se dressent encore à Rome, un rappel que les triomphes célébrés dans les textes anciens étaient bâtis sur la souffrance humaine. Les reines qui commandaient des armées et administraient la justice se trouvaient réduites à des spectacles, leur dégradation transformée en divertissement pour des foules qui ne considéraient jamais le coup de l'Empire écrit en vie brisée et dignité volée.